Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Belgocam TV. Au sommet de cette émission de Vue de la diaspora, le tribalisme au Cameroun. La montée du tribalisme, une idéologie qui menace l'unité nationale. Je suis accompagné pour cette émission de M. Frédéric Lébé, directeur du CEDEP, centre d'études spécialisé en décentralisation et évaluation des politiques. Et également de M. André Onba, qui est un docteur, qui est en pharmacie et en biologie, et qui est la partie qui représentera le civil. Également de notre consultant maison, M. Etoga Messina. Merci M. Guékola. Merci. M. Onba, merci de m'avoir convié à cette rencontre. Monsieur Lébé, la traversée des turbulences sur le plan social et idéologique, sur le tribalisme est devenue une menace pour la paix sociale. Le Cameroun compte 240 ethnies reparties en trois grands groupes, Bantou, Semi-Bantou et Soudanais. Et à quoi cela correspond sur le plan des ethnies? Eh bien, déjà merci M. Guékola pour cette thématique qui est pleine de sens et qui, en ce moment précis, si nous suivons l'actualité de notre pays, vient à point nommé, eu égard aux conflits qui se sont déroulés dans le sud et précisément à Saint-Mélima entre les différentes deux ethnies, ou je dirais même, trois, peut-être du Grassfield et ceux de l'ère Fambiti. Alors, cette thématique, je dirais, elle est tellement importante pour nous parce que justement, elle questionne la cohésion de notre pays, le Cameroun, le vivre ensemble, et pourrait même menacer, dans certaines mesures, l'unité nationale si et seulement si les citoyens ne se donnent pas à fond. Monsieur Onba, cette difficulté avec cette multiculturalité, cette diversité ethnique, à quoi correspond vraiment cette approche ethnique au Cameroun finalement? Aussi merci de m'avoir convié à cette discussion. Comme le panéliste l'a dit, c'est un sujet d'actualité dans notre pays d'origine et nous ne sommes pas insensibles à ce qui se passe là-bas, et c'est la raison pour laquelle moi personnellement j'ai accepté de venir partager ces quelques moments avec vous. Comme il a dit, je n'ai rien à ajouter là-dessus, nous avons un pays qui, dans le préambule même de la Constitution, on proclame la diversité culturelle. Donc le Cameroun est un pays qui entoure l'Afrique en miniature, et au Cameroun particulièrement, il y a une diversité culturelle et ethnique qui est de fait là, et qui, ma foi, ces derniers temps, est menacée à travers un certain nombre de discours, à travers un certain nombre d'actes, parmi lesquels l'acte qui a été posé à Saint-Mélima dernièrement, et qui, ma foi, interpelle à plus d'un titre, afin que, pour que tous les Camerounais, nous tous, nous puissions éventuellement, disons, faire en sorte que l'unité nationale tente, voulue par les pères fondateurs du Cameroun, puisse être préservée dans un Cameroun uni et diversifié. Il y aura 240 ethnies. Est-ce que le Camerounais aujourd'hui a oublié que le Cameroun a une diversité d'ethnies? Au regard de ce qui se passe, je vais la remercier de l'invitation aux côtés de ces aînés, ces maîtres de la pensée. Je suis trop honoré. Mais au-delà, pour répondre certainement à votre question, je dis au regard des discours qui se tiennent sur la droite, je ferai ici une analyse du discours sur la sphère médiatique. Vous verrez que ce qui se passe, c'est justement que les Camerounais ont oublié qu'ils appartiennent à une seule unité, mais au regard aussi de leur particularité, ils forment un individu pluriel, mais aussi singulier, en ce sens qu'on appartient à une culture, mais on voudrait aussi constituer une identité nationale. Mais au regard des discours, chacun se cloisonne à parler uniquement de sa tribu ou bien de son ethnie, en oubliant la construction de l'idéal que les pères fondateurs, comme le docteur le disait tantôt,
ont essayé de mettre comme idéal pour le devenir du Cameroun. Se manifeste finalement le tribalisme sur le plan national, voire au-delà des frontières. Bon, vu de la diaspora, comment ça se manifeste au Cameroun? Monsieur Lébé. Eh bien, il y a plusieurs aspects du tribalisme en fait dans notre pays. Mais déjà, je voudrais revenir au niveau des différentes aires géoculturelles que nous avons, qui vont de l'ère soudano-sahélienne au Grand Nord, de l'ère Fang-Beti, de l'ère des Grassfields et de l'ère Sawa, qui est, c'est-à-dire une forme de construction qui regroupe plusieurs ethnies, parce qu'une ère, en pratique, n'a pas une seule ethnie. Alors ce tribalisme, de prime abord, se présente comme des conflits entre les ressortissants de chaque ère. Donc, par exemple, les individus de l'ère soudano-sahélienne vont peut-être à un moment donné, pour un certain nombre de considérations, penser qu'ils ont droit à certains avantages plus que les autres. Et dans un contexte de la cité, de la ville, il y a des manifestations peut-être où les uns vont se dire que tel poste, par exemple, devrait leur revenir, ou bien tel avantage que l'État, peut-être la construction d'une route ou d'un pont, ou que sais-je encore, devrait plutôt leur revenir par rapport aux autres, parce qu'eux, ils se sentent beaucoup plus lésés que les autres. Donc, et maintenant, quand on entre au niveau du peuple, au niveau de la population, nous voyons qu'il y a des discours, par exemple, haineux, que les uns peuvent développer auprès des autres, et des formes de discrimination. Un individu peut avoir son entreprise, sa petite et moyenne entreprise, et penser, par exemple, que voilà, ce ne sont que les individus de sa localité, de sa région, de son village, qui sont à même à y travailler, et mettant de côté les autres. Voilà un peu quelques exemples. Voilà. Et même dans des promotions, même au niveau des universités, par exemple, s'il y a une sélection d'un étudiant qui peut-être devrait continuer, soit en thèse ou ailleurs, parce que peut-être l'enseignant est d'une certaine ethnie, il favoriserait l'étudiant de sa localité au détriment des autres. Et voilà autant de choses que le système, le gouvernement fustige au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle la Commission nationale, par exemple, de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui a été créée par le chef de l'État en 2017, essaie de fustiger pour que les Camerounais se sentent effectivement unis et solidaires, parce que nous sommes les fils et filles d'un même pays, comme l'a dit le docteur, des individus, nos aînés se sont sacrifiés, ils ont donné de leur vie, de leur sang, et nous devons de préserver cette unité. Monsieur Onba, comment ça se manifeste? Comment vous le ressentez, ce tribalisme-là? Mais tout d'abord, permettez-moi de vous définir, enfin de vous donner, selon moi, la définition du tribalisme. Et comme ça, peut-être que vous comprendrez ma façon de penser. J'entends, pour moi, tribalisme, j'entends une doctrine qui est basée essentiellement sur une tribu qui s'accapare en quelque sorte de tout au détriment des autres tribus. Donc globalement, ramassé comme ça, pour moi j'entends par tribalisme vraiment une façon de faire qui consiste à dire en sorte que, ou à voir qu'une tribu s'accapare ou dirige au détriment des autres tribus. Alors, maintenant, comment est-ce que ça se manifeste? Selon moi, d'après ce que j'ai constaté autour de moi, sans rentrer et sans... je partage parfaitement l'avis de mon panéliste, mais il y a des petites choses. Par exemple, je pense que ça commence dans les familles. Donc le tribalisme, généralement, c'est au sein de l'unité familiale, la cellule familiale, qui, selon moi, des observations faites, ça commence par là, ça se manifeste par un certain nombre de choses au sein de la famille. Tenez par exemple,
Lorsque un membre d'une famille souhaite choisir un conjoint, une épouse ou un partenaire, parfois vous entendez certains parents rejeter et dire « Attends, tu ne vas pas te marier avec telle tribu, tu ne vas pas te marier avec telle, ce ne serait pas bien de se marier avec telle, il faudrait se marier avec ta cousine, avec ta sœur. » Donc au sein de la famille, il y a déjà des indicateurs, il y a des éléments, il y a des choses qui, pour moi, sont déjà la manifestation du tribalisme. Ensuite, vous avez parfois des stéréotypes. Chez nous, parfois, on stéréotype certaines tribus. Vous allez entendre, par exemple, dire que le Bassa, il marche avec le timbre. Il est prêt à porter plainte. Donc c'est quelqu'un qu'il faut éviter parce qu'il va t'amener en justice. Vous aurez des stéréotypes du style, cette tribu-là, ce sont des gens qui sont sales. Ou c'est des gens qui ne nettoient pas la cour. Ou lorsque vous êtes avec eux dans la conception, ils ne respectent rien. Ils font du bruit. Donc il y a quand même des clichés comme ça. Qui n'a pas entendu éventuellement au Cameroun de dire « je ne suis pas ton Bamenda ». Donc des petites choses comme ça sont déjà des éléments au quotidien qui pour moi c'est déjà la manifestation du tribalisme. Ben, il y a en quelque sorte aussi des attitudes dévalorisantes. Vous allez entendre dire que, bon, écoutez, les bêtises sont des gens qui sont sales. Ce sont des gens qui boivent. Quand ils ont bu, on les retrouve dans les caniveaux. On va vous dire que le Bamoun est quelqu'un qui est toujours sale. Donc il y a dans la société comme ça des éléments dévalorisants qui pour moi constituent déjà des éléments qui peuvent traduire un tribalisme. Bien entendu, ce que mon panéliste a dit, ces avantages que certains pensent qu'ils n'ont pas, parce que les dirigeants les attribuent aux membres de leur tribu. Qui n'a-t-on pas entendu? Vous allez dans telle société, vous allez entendre des gens parler une langue, et les membres de tous les gens de cette société ne parlent que la même langue. Donc il y a déjà, selon moi, dans la société, dans la famille, ce genre de propos, ce genre de choses qui, pour moi, sont déjà des manifestations du tribalisme. Et enfin, ça conduit parfois à la négation de l'autre. Donc on finit par considérer que je ne peux pas être avec l'autre, et on ne s'entend plus avec l'autre, on le renie, et autrui devient quelque chose qui n'est pas moi. Donc on rejette carrément l'autre. Et donc toutes ces manifestations-là, pour moi, concourent déjà à dire ou avoir des prémices de ce que moi j'entends par tribalisme. Monsieur Toga, le tribalisme finalement, il n'est plus individualisé, on l'ethnitise, on prend directement une ethnie en fonction des propos, en fonction des tares qui sont faites, comme le docteur le dit. Oui, mais vous me permettez d'abord de situer contextuellement la question du tribalisme. Elle évolue avec le temps et elle change de sens en fonction de sa contemporanéité. Vous avez, avant les indépendances, il y avait un tribalisme qui se voulait positif, à savoir qui militait pour le rejet de la domination de l'Occident, avec les Kasavubu, tous ces présidents qui ont milité pour les indépendances. Là. Ils se sont d'abord constitués en tant que citoyens d'une ethnie qui se voulait régional. Il y avait le régionalisme ou alors le nationalisme, le tribalisme partant de l'ethnie pour devenir national. Et c'est comme ça qu'ils ont constitué des groupes qui sont devenus des partis politiques et qui se sont imposés sur le plan national, mais à part d'abord d'un tribalisme parce qu'ils étaient portés par une communauté. Et donc le tribalisme se veut aussi, au-delà du fait qu'il se manifeste dans la cellule familiale, il se veut aussi un loyalisme communautaire, peut-être que développé par Lombard dans son article Tribalisme et intégration nationale. Et ce sens-là, après les indépendances, vous voyez, au moment de la décolonisation, la volonté de constituer des États jeunes, avoir eux-mêmes géré leurs affaires, fait en sorte que la part du gain, la volonté de domination de certaines ethnies voudrait voir émerger ou alors subjuguer d'autres ethnies, ce qui constitue, n'est-ce pas, des frustrations chez les autres. Et vous avez le docteur Dormo qui a développé toute une théorie qui voudrait que la communauté bamileke
essaye d'asseoir son hégémonisme et à gérer le pays. En soi, il a développé toute une thèse là-dessus, c'est connu. Maintenant, au niveau du Cameroun principalement, le tribalisme se traduit par une volonté de domination des autres ethnies. Et en soi, quand on veut dominer l'autre, l'autre aussi aimerait répondre en disant que je ne suis pas le subalterne. Il y a un discours de haine qui naît, et tout part d'abord des propos, et maintenant vous allez constater qu'au Cameroun, si le tribalisme perdure, c'est parce que les individus aussi veulent que cela perdure. Et d'où moi je me pose la question de l'éducation. Est-ce que nous sommes éduqués? Le tribalisme, c'est une question d'éducation. Si moi, de mon point de vue, je considère que l'autre se considère comme étant voulant me subjuguer, je veux lui demander simplement, est-ce que tu penses que c'est en me subjuguant que tu vas bouter l'occidental de notre économie, par exemple? Est-ce que tu penses que c'est parce que toi, communauté baminique, qui estime que tu gères l'économie du pays? Est-ce que tu penses qu'en soi, on est sorti du franc CFA? Et donc, c'est des questions d'éducation qui, pour moi, nous ont cloisonnés dans des guéguerres internes qui nous évitent à penser, n'est-ce pas, les questions d'éducation. Jugeons par l'intelligence artificielle, nous sommes là à parler de tribalisme. Et donc, le tribalisme se développe sur trois prismes au niveau de la cellule familiale, l'État de la communauté et la domination et l'autorité du chef. Et ce qui nie maintenant l'autorité au niveau étatique, dont il considère plus son chef comme étant autorité suprême, mais quand vous allez voir son attachement avec le suprême au niveau de l'État, il y a un clash parce qu'il estime qu'on est dans un État démocratique. Au niveau de la tribu, il accepte l'autorité comment dire ça, la hiérarchie qui est définie là-bas, lui il accepte ça facilement. Au niveau de l'État qui doit régir nos comportements, il refuse d'accepter l'autorité du président de la République, par exemple. On a parlé de l'intelligence, de l'éducation. Est-ce que l'on peut dire que les causes du tribalisme sont dues à l'ignorance ou d'autres aspects de la société camerounaise? À mon humble avis, je pense que l'ignorance peut-être moins, parce que lorsque nous rentrons par exemple dans les travaux de Jean-Pierre Foguet, le professeur Foguet, il dit que avant les indépendances, les différents groupes ethniques camerounais étaient mus par la méfiance. Et cette méfiance était véhiculée à travers un sentiment de crainte et un sentiment c'est-à-dire la crainte parce que le plus fort, le peuple plus fort menaçait le plus faible et le plus faible avait peur d'être dominé par le plus fort. Donc ces tensions ont toujours existé et qu'avec environ nos 230 ou 250 ethnies, nous n'étions pas, c'est-à-dire c'était pas prévu que nous fassions un État. Ça, c'est le professeur Jean-Pierre Foguet qui le dit. Donc, on ne s'attendait pas à ce que, c'est-à-dire cette mosaïque de peuples et de langues et d'ethnies puisse constituer un pays. Donc, les causes du tribalisme, je dirais même que ces causes sont beaucoup plus profondes et lointaines. Maintenant, après les indépendances, ou quelque part, d'ailleurs, on voit effectivement que les partis politiques, même avant les indépendances, et même pendant l'indépendance, ont toujours eu des colorations ethniques. Et la colonisation a utilisé cette arme tribale pour effectivement placer les uns au-dessus des autres. Dans certains travaux, on dit que ceux qui ont peut-être rencontré très tôt, parce qu'ils étaient au niveau des côtes, ont rencontré parlons ainsi, les explorateurs, ceux qui venaient vers nous, ont été utilisés pour essayer de dominer ceux qui étaient dans l'arrière-pays. Et l'arme utilisée justement par ces colonisateurs, c'était
montrer que les uns sont au-dessus des autres. Donc, c'est le tribalisme. Alors, en parler d'ignorance ici, je pense que non. Mais c'est parce qu'à un moment donné, certains entrepreneurs politiques utilisent cette arme-là pour peut-être se positionner, pour peut-être demeurer en place. Mais c'est pourquoi certains chercheurs disent que c'est une construction aussi. En même temps, il est bien vrai que avant les indépendances, ce problème a toujours été prégnant, tant il est vrai que la lutte pour la survie, la lutte pour l'occupation de l'espace permettait en sorte qu'il y ait la méfiance entre les uns et les autres. Donc voilà, pour moi, ignorance, je dirais non. Mais il peut y avoir des gens qui sont des victimes de ce tribalisme. C'est-à-dire parce que peut-être, voilà, ils n'arrivent pas à accéder à tel ou tel endroit, ou parce que peut-être, voilà, il veut tel avantage, de façon naïve, il utilise, il rabaisse son concitoyen, mais l'ignorance en tant que telle, je dirais que ceux qui tirent les ficelles, parce que certainement il doit y en avoir, ils ne sont pas ignorants. Monsieur Ronba, l'éducation, l'ignorance, est-ce que cela nous mène vers cette catastrophe tribale? Je pense que, pour répondre vraiment à votre question, est-ce que on peut dire que les causes du tribalisme sont dues à l'ignorance ou à d'autres aspects? Oui, je pense que l'ignorance fait partie d'une des causes, mais ce n'est pas la seule. Je pense que le manque d'éducation des populations est aussi une des causes du tribalisme. Je pense que la mauvaise gouvernance, et je renvoie à ça à un panéliste qui pourra peut-être mieux vous dire en quoi consiste la mauvaise gouvernance, mais une mauvaise gouvernance dans un pays, les échecs des différentes politiques qui sont menées, voire même l'impuissance des hommes politiques à résoudre des problèmes au quotidien des populations, pour moi, participent aussi, peuvent être une cause, comment dirais-je, du tribalisme. Il y a la soif du pouvoir. Il y a la soif et le désir de certains d'avoir le pouvoir et de le conserver. Quand on pousse dans le fond, on peut passer des heures là-dessus, et je crois qu'il y a des arguments qui pourront démontrer que cet aspect de la chose, de certains de nos gouvernants qui ont soif d'arriver au pouvoir ou de se conserver au pouvoir et qui vont avoir des conséquences au niveau des mauvaises politiques ou de l'incapacité d'implémenter des politiques nécessaires pour le bien-être des populations, peuvent, selon moi, être aussi les causes du tribalisme. Il y a, comme le panéliste l'a dit, le sentiment de supériorité de certaines ethnies. Il y a des ethnies qui ont le sentiment, à juste ou à tort, de penser qu'ils sont supérieurs aux autres dans plusieurs domaines. Que ce soit une supériorité économique, que ce soit une supériorité, je dirais, de tout autre genre, scolaire ou autre, ce sont des éléments qui peuvent conduire, selon moi, au tribalisme. Le manque de démocratie. Donc, je pense que dans nos pays, et notamment au Cameroun, il manque un certain nombre des éléments de base de la démocratie qui peuvent concourir aux causes exactes du tribalisme. Il l'a dit, le sentiment d'injustice. Il y a des gens qui se sentent lésés d'une manière ou d'une autre. Un concours, un emploi, une rémunération, une acquisition d'un terrain, ainsi de suite. Donc il y a le sentiment d'injustice qui peut conduire les gens à développer des comportements de tribalisme. Il y a, je vous ai dit tout à l'heure, la peur de l'autre, l'indifférence, la peur de la différence. On peut avoir peur. Je pense que nous tous ici, on est ici en Belgique, nous avons à un moment ou à un autre, à l'arrivée sur ce territoire qui nous a accueillis, eu parfois l'impression que les gens qui nous accueillaient
avait parfois peur de nous. Combien de fois chez nous? Donc c'est universel. Donc ça peut, selon moi, conduire. Et enfin, je crois que la pauvreté. Parce que on peut, et je pense que le panéliste peut mieux développer ça que moi, le fait d'être pauvre. Et quand je dis pauvre, ce n'est pas la pauvreté d'esprit. Ça peut renvoyer à la pauvreté matérielle. Les gens ont envie d'avoir de quoi pouvoir subvenir à leurs besoins. Et alors, ils peuvent se laisser manipuler. Et cette pauvreté, même intellectuelle aussi, pour moi, peuvent constituer des éléments qui causent, enfin, concourent au tribalisme. Donc voilà un peu ramassé un certain nombre de concepts et certains éléments qui, selon moi, peuvent participer peuvent engendrer le tribalisme. Alors, je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que le docteur a dit. L'ignorance, moi je dirais que l'ignorance, c'est peut-être à un certain stade, un stade inférieur. Mais je pense que lorsqu'on essaye de s'intéresser au mémorandum, par exemple le mémorandum de Kirdi, où effectivement ils ont pensé que de 1960 à 1982, avec l'avènement, l'arrivée du président Paul Biya à la tête de la nation, qu'ils avaient été lésés par le président Amadou Ahidjo. Alors ils ont préféré refuser la soumission au Peul et aller plutôt au niveau des montagnes qui étaient arides, qui n'étaient pas fertiles, tout, parce qu'effectivement, ils se sont dit qu'eux, ils ont été invisibilisés. Alors, ils écrivent pour leur peuple et non pour le Cameroun. Voyez-vous, il y a le cas, par exemple, des universitaires des universités bamileke qui ont écrit à un moment donné, ils ont dit que ben voilà, ils sentent que leur peuple est méprisé et que voilà, ils ne sont pas pris à leur juste valeur, ainsi de suite. Il y a plein de mémorandums qui ont été écrits. Donc effectivement, ça veut dire que les gens, quand ils le font, ils se distinguent des autres. En se distinguant, ils ne sont pas ignorants. Ils discutent pour leur communauté, pour leur ethnie, et ils ne voient pas sur le plan général du Cameroun. Donc, ces mémorandums et où chacun voudrait que, effectivement, et aujourd'hui, nous avons des festivals, le Ngondo, nous avons le Lungo, nous avons... Donc, chacun, il y a des formes de repli identitaire qui permettent de dire sans se tromper que ben, chacun cherche à se sentir plus avec les siens, se distinguer des autres, et pourquoi pas les voir beaucoup plus comme les eux, nous, les nous, donc une forme de discrimination qui se met en place. Donc, moi, c'est là où je pourrais dire qu'effectivement, les hommes politiques devraient beaucoup plus travailler. Est-ce qu'il faut détruire totalement le communautarisme, la communauté, et mettre en place seulement une société moderne, classique, comme par exemple Ferdinand Tönnies l'a parlé dans ses travaux, il parlait de... c'est un sociologue allemand qui parlait de la Gemeinschaft et de la Gesellschaft pour montrer que la Gemeinschaft, c'était une société où les gens sont régis par la communauté, donc c'est l'ethnie qui prime, et alors que la Gesellschaft est une société où voilà, on se sent, on appartient à une société où, parce qu'on a des valeurs, on est peut-être médecin, on a le club des médecins, on est dans la famille des médecins. En m'alliant aux analyses qui sont faites sur ce plateau, je conclurai simplement que l'État camerounais est tribal. Et je prendrai l'équilibre régional comme référence pour attester ce fait-là. Et quand vous prenez l'équilibre régional, ça constitue le Cameroun dans un communautarisme qui voudrait que quand on a nommé une personne, il jubile avec sa communauté. Un député n'est pas le député national, il est le député communautaire. Donc tous les acteurs de la vie sociale au Cameroun sont régis par une appartenance ethnique. Ils développent les projets pour la communauté. Or, ils doivent travailler pour le développement national. Et dans cette construction-là, on sait bien que l'humain, sa conscience se construit en fonction de son environnement. Et quel est le reflet que l'État camerounais renvoie à la société qui doit construire la conscience nationale, c'est la conscience communautaire. Et tout simplement, vous verrez que les Camerounais pensent maintenant plus en termes de repli identitaire, un discours de rejet, un discours de haine qui voudrait que si aujourd'hui je suis assis avec mon frère, j'ai plus peur. Le développement du poison aussi bien
aggraver la chose, et donc on se sent plus en sécurité avec, entre guillemets, les siens. Mais maintenant, est-ce que l'éducation, l'ignorance, la pauvreté, la démocratie, tout ça doivent conduire à nier nos origines? Je pense, pour ma part, que non. Moi, je me réfère au livre du président de la République, le libéralisme communautaire. C'est un livre qui interpelle les Camerounais juste à développer des attitudes d'acceptation de l'autre, de croyance aux forces de l'autre, de nier l'hégémonie qu'on pourrait développer pour accepter que l'autre aussi a une existence. Le docteur parle de la négation d'autrui. On ne doit pas nier l'existence de l'autre parce qu'on se considère tous comme Camerounais. Aujourd'hui, on a plus l'attitude à mettre en valeur nos cultures, mais non pas pour construire une identité nationale, mais pour construire une force communautaire qui vient montrer aux autres qu'on domine vos cultures. La diplomatie culturelle voudrait qu'au Cameroun, quand on vient parler de diplomatie culturelle, on va d'abord regarder telle communauté. Et après, quand vous allez voir le débat autour de pourquoi est-ce que le Bikoutsi a remplacé, n'a pas respecté, ou bien, je ne sais pas moi quoi. Maintenant, c'est la culture des Grassfields qui vend mieux au Cameroun. Non, ce débat-là n'a pas lieu d'être. Et c'est pourquoi il y a une question d'éducation. Et le tribalisme, comme mon confrère ou mon maître à penser disait, c'est une construction sociale. C'est une construction sociale. Ce sont les professeurs qui s'asseyent et disent que moi, je vais construire mon idéologie politique autour du communautarisme. Vous avez le député Cabral Libi qui nous propose un fédéralisme communautaire. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il y a une négation non pas une négation de nos communautés, mais une affirmation de nos communautés pour nier l'identité nationale qui doit être créée. Et c'est en cela que je rejoins toutes les analyses qui sont faites, mais pour interpeller nos penseurs et dire qu'il y a urgence de la pensée, comme le professeur Kanto a écrit, et de dire que c'est le lieu au sein de la cellule familiale de développer, n'est-ce pas, des discours, des réflexions et des comportements qui voudraient que quand on sort de chez nous, on regarde l'autre comme nous-mêmes. Monsieur Frédéric Lébé, je rappelle que vous êtes directeur du centre spécialisé en décentralisation et évaluation des politiques. Les politiques, normalement, dans différents pays, comme au Cameroun, sont faites pour apporter le bien-être aux populations. Que pourraient être les conséquences du tribalisme au Cameroun par rapport à ces politiques qui sont mises en place par les autorités? Alors, déjà, nous au niveau du centre, du CEDEP, qui est le centre d'études spécialisées en décentralisation et évaluation des politiques, nous sommes spécialisés dans la question de la décentralisation. C'est-à-dire, nous apportons notre accompagnement à l'État, au gouvernement, pour l'effectivité de cette nouvelle gouvernance qu'est la décentralisation. Et justement, parlant du tribalisme, la décentralisation est une aubaine. Elle pourrait effectivement à plusieurs égards parce que les collectivités territoriales décentralisées, que sont la commune et la région, par rapport aux compétences qui leur sont transférées, peuvent jouer ce rôle avec les élus locaux. Les élus locaux, qui sont les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, ils peuvent effectivement faire en sorte que, au niveau des quartiers, au niveau des villages, qu'il y ait des sortes de comités de quartier, des comités de village, où les citoyens sont éduqués à participer à la vie de leur quartier. Alors, quand on est dans un quartier, on ne discute que je suis Bassa, je suis Bamileke, je suis Wondo. Non, je suis citoyen d'un quartier qui a besoin d'un pont. Un quartier qui est moins éclairé. Un quartier où nos enfants se pavanent dehors et tout et tout. Donc, nous réfléchissons quartier, nous ne réfléchissons plus communauté, nous ne réfléchissons plus ethnie. Et voilà au moins une piste qui permet en sorte que les citoyens, les Camerounais, puissent mettre l'intérêt général au-dessus de nos intérêts partisans. Et par cette participation et l'éducation que toutes les parties prenantes
de la décentralisation et même les entrepreneurs politiques, les hommes politiques et tout ça, pourraient faire en sorte que, même dans nos programmes d'études, parce que cette histoire du tribalisme, à partir de l'école primaire, il faudrait que les programmes scolaires, parce que l'éducation a cette force que nous ne sommes que le produit de ce que nous avons entendu et avons vu faire. Si on commence à dire aux Camerounais dès l'école maternelle que nous sommes fils et filles d'un même peuple, nous constituons une nation, quoique ayant des ethnies différentes, et que des différents antagonismes qui se mettent en place et que je dirais qui sont entretenus. Moi je parlais par exemple du cas de l'antagonisme Est-Ouest qui nous met dans le tremplin de la crise dite anglophone. Mais au moment de la colonisation allemande, est-ce que nous étions anglophones? Est-ce que nous étions francophones? Donc c'est des questions qui n'ont pas lieu d'être. Donc nous devons voir le Camerounais comme Camerounais, avec ce que nous avons comme ethnie, tribu et langue, mais qui ne doivent pas être des moyens, des éléments qui nous divisent. Mais au contraire, l'unité dans la diversité camerounaise. Donc moi je dirais que la décentralisation, c'est une aubaine. D'ailleurs maintenant au Cameroun, du 1er au 3 juin, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, il y a les GECOM qui sont mis sur pied, c'est des journées économiques internationales des communes qui essaient de voir comment cette décentralisation peut prendre de l'envol et faire en sorte que les citoyens prennent cette aubaine à bras le corps. C'est notre affaire à nous. Si mon quartier a de l'insécurité, je suis le premier à souffrir de cette insécurité. Si dans mon quartier, il y a des enfants qui agressent, mais moi-même quand je vais rentrer tard, je suis agressé. Donc ce n'est plus une affaire de village, ni de tribu, ni de clan. Donc voilà un peu, et l'éducation au niveau de l'école et partout, dans les églises, les médias, et vous, monsieur Guékwala, dans votre chaîne Begocam 21 TV, le travail que vous faites, il y a quelque chose aussi, vous soutenez et vous faites en sorte que les gens soient informés et que nous sachions, et par ces débats, nous sommes en train de mettre sur pied des éléments qui permettent en sorte que ce fléau que j'appelle le tribalisme puisse être totalement éradiqué. Monsieur Onba, les politiques au Cameroun, est-ce qu'elles sont vraiment faites pour éviter ce tribalisme-là? Vaste question. Vous l'avez bien dit, les politiques devraient en principe concourir à faire en sorte qu'il y ait un bien-être des populations. Maintenant, est-ce que c'est toujours le cas? Mais dans une partie de votre question consistait à nous demander quelles pourraient être les conséquences du tribalisme au niveau du Cameroun. Je répéterai un peu ce qui a été dit, mais peut-être en manière. Je pense que le repli identitaire est quelque chose qui est inéluctable si et seulement si l'État, les pouvoirs publics, vous, nous, tout le monde, ne se met pas au travail pour combattre et éradiquer le tribalisme. Je pense que ce tribalisme pourrait avoir comme conséquence, et on le voit même déjà, des sources qui peuvent entraîner des violences au niveau politique. Le fait d'avoir une politique liée, en tout cas qui s'appuie, qui s'adosse sur le tribalisme, peut conduire effectivement à ce que des acteurs politiques eux-mêmes se radicalisent et deviennent violents, y compris dans leurs propos. Et je pense que c'est un risque que le Cameroun, je pense, les pères fondateurs ne voudraient pas qu'il soit là. Je pense que les conséquences du tribalisme peuvent conduire à la communautarisation. Donc, le repli identitaire, pour moi, est déjà une antichambre vers le communautarisme. Et si, d'aventure, les acteurs politiques, les gouvernants, s'en accaparent, on peut arriver à un genre de communautarisme qui, soit c'est une politique aussi, c'est une façon de gouverner des gens. Mais est-ce que c'est la voie du Cameroun? Je crois que les intellectuels, des gens peuvent en parler. Mais je pense que ça peut être une conséquence du tribalisme pour conduire à cela. Je ne vais pas citer la Belgique, où nous résidons. Nous savons ce que les luttes, à la limite, je ne dirais pas tribales, wallon, flamand, ont conduit. En tout cas, il y a cela.
Je pense que le tribalisme peut aller au bout et diviser l'État. Le panéliste l'a dit, nous, nos pères fondateurs, et bien avant l'arrivée des colonisateurs, des explorateurs, le Cameroun était un. Donc, ces discours, ces pratiques, le tribalisme, je pense, peut conduire à ce que l'État unitaire ou uni que nous avons, indivisible, risque de s'éclater. Alors on aura d'autres formes politiques qui sont par exemple le fédéralisme ou le confédéralisme. On parle d'arriver à une balkanisation du Cameroun, pour utiliser un terme occidental. Donc, les conséquences du tribalisme, selon moi, peuvent aller jusque-là. Et plus grave, nous avons en mémoire ce qui s'est passé au Rwanda, avec le génocide rwandais, qui, selon moi, a tiré quand même ses origines dans des problèmes tribaux. À côté même du Cameroun, au Congo, lorsque l'Issouba prend le pouvoir, les milices qui sont nées sont des milices, si vous regardez dans la littérature, qui s'appuyaient sur les tribus et sur les discours tribalistes et qui ont conduit à ce qu'on sait qui s'est passé au Congo, Brazzaville, à côté de chez nous. Donc, le tribalisme, selon moi, peut conduire à avoir, et c'est pour moi une crainte aussi pour le Cameroun, des milices tribales. Ce sont des termes qu'on entend dans les réseaux sociaux aujourd'hui, parlant du Cameroun. Et pour moi, c'est dangereux. Et je me pose parfois la question si on mesure la portée quand on traite une partie du Cameroun ou certains enfants du Cameroun, qui peuvent être toi ou moi, comme étant une milice tribale. Je pense à Haïti, ce qui s'est passé, nous le savons tous. Donc, le tribalisme peut conduire, selon moi, à l'apparition des milices tribales. Et qui dit milice tribale, nous sommes à un doigt de la guerre. Donc je pense que les conséquences d'une politique qui s'appuie sur le tribalisme peuvent aboutir à la guerre. Les chutes totales des politiques, normalement, elles sont faites pour apporter du bien-être et stabiliser un pays. Et ici, les conséquences des politiques au niveau tribal, qu'est-ce que ça pourrait être, selon vous? Je vais rentrer d'emblée dans ce que le docteur a développé, mais juste pour développer au niveau de la guerre. Les politiques au Cameroun axées sur la question tribale va conduire inexorablement à l'éclatement de l'État. C'est vers là que nous tendons et les politiques, ou les acteurs politiques travaillent pour que cela arrive. Ils ne travaillent pas pour la construction d'une identité nationale, mais ils travaillent pour la dislocation de ce que les pères fondateurs ont donné comme cap, c'est-à-dire la construction du Cameroun en tant qu'entité une et indivisible. Comment vous expliquer que la question des stéréotypes que le docteur a développé, c'est une question d'éducation. Vous ne pouvez pas, en longueur de journée, stéréotyper toute une communauté qui, il entend vous, les Bamendala, vous, les Bameke, vous, dont la société camerounaise est essentiellement stéréotypée à telle enseigne que il y a un repli identitaire qui naît, que je me sens mieux parce que je suis avec les miens. Je ne ressens pas les stéréotypes comme les Golibets, comme on me renvoie à tout bout de champ. Je vais dans les ministères, on ne parle que, entre guillemets, la langue d'appartenance du président de la République. Quand on parle de milice tribale, on appelle toute l'armée camerounaise comme étant une milice. Donc tous ces discours-là, aussi il faut regarder l'ambition ou bien les visées qui sont derrière le développement de ces discours-là. Est-ce que ça n'a pas vocation à instaurer un climat de peur, un climat de tension pour effectivement aboutir à une guerre civile au Cameroun? Et c'est en cela que nos services de renseignement aussi doivent travailler pour essayer de traquer tous ces discours sur les réseaux sociaux. Le laxisme va conduire l'État à sa désuétude. Comment vous expliquez que ici, si vous restez en Belgique, vous essayez de tenir un simple propos offensant, mais vous êtes pris à la seconde qui vous êtes pris, on vous prend. Moi au Cameroun, il suffit d'abord que vous commencez à insulter un dignitaire du pouvoir. Et encore,
il faut que c'est lui-même qui saisisse la justice pour venir vous cueillir. Et c'est là où la justice entre en branle, non pas pour vous demander, pour faire justice, mais pour vous oppresser et vous envoyer au cachot comme quoi. Donc tout ça construit des frustrations et va conduire nécessairement à l'éclatement de l'État. Le tribalisme n'est qu'ici la face visible de ce que les Camerounais ont accepté pour mieux s'exprimer, comme quoi ils sont en manque de liberté d'expression. Et donc ils se défoulent là dans les discours tribalistes pour le changement. Le but c'est le changement du régime. Et le tribalisme est une arme utilisée pour arriver à un changement de régime. Donc, le professeur, le docteur Ronba vient de développer en disant que si on va vers cette direction-là, c'est un éclatement, c'est une guerre. Est-ce qu'il faudra arriver jusque-là? La question devient qu'est-ce que les Camerounais veulent? Est-ce qu'ils veulent l'éclatement? Est-ce qu'ils veulent la construction d'une identité nationale? Est-ce qu'ils veulent la construction d'un État communautaire? Est-ce qu'ils veulent le confédéralisme? La question du Nozo, par exemple, entre guillemets, la marginalisation. La question de la marginalisation, on a voulu nier cela, mais il faut aussi avouer que oui, il y a eu des questions de marginalisation, mais sauf que les dirigeants même de ces régions-là ont contribué à la marginalisation de ce peuple-là. Pourquoi vouloir nier? C'est là où aujourd'hui on commençait à nous brandir la guerre comme solution. Non, il est temps que les Camerounais aussi essayent de savoir ce qu'ils veulent réellement. Est-ce qu'il faut continuer à débattre des questions de Coco Emilia, de la cacatologie qu'on est parti nous faire à Dubaï? Et je ne sais pas, j'en passe. Mais les questions essentielles qui donnent à penser le devenir du Cameroun, on les évite, on les fuit. La question du tribalisme, vous allez voir, aucun débat n'est fait dessus, parce qu'on estime que c'est une culture nationale, que tout le monde est tribaliste. Et donc on va faire avec. Mais sauf que là où l'ingéniosité du Camerounais aussi vient, quand ils sentent déjà que ça va pétiller, c'est là qu'ils commencent à prendre conscience, ils se rétractent un peu pour dire hey, je vais où là? C'est un peu ce qui nous retient aujourd'hui pour qu'on n'ait pas ce qui s'est passé au Rwanda, je pense. Mais si je peux me permettre d'ajouter quelque chose par rapport à la guerre, nul ne peut souhaiter qu'il y ait une guerre. Nul ne peut souhaiter qu'il y ait une guerre. Et le Cameroun a quand même une particularité en Afrique centrale, c'est que quand on regarde tous les pays qui sont autour de nous, pratiquement tous ont connu, à une exception près, la guerre. Et la guerre est destructrice pour tout un peuple. Le bien-être d'une population ne peut pas découler d'une guerre. C'est de la souffrance. On connaît déjà ce qui se passe dans le Nozo. Les Camerounais en souffrent dans toute leur entièreté. Ce n'est pas seulement ceux qui sont de ce côté-là. J'ai personnellement de la belle famille de ce côté. Et qui ont déménagé, et qui sont déplacés. On voit ce qui s'est passé dans le Nord. Donc la guerre n'est pas une bonne chose. Nous ne pouvons pas nier non plus qu'aujourd'hui nous nous sommes en fin de règne. Le pouvoir en place qui est dirigé, en tout cas par le président de la République, Paul Biya, on ne peut pas nier qu'on est en fin de régime. On est en fin de règne. Et nous tous, on sait, en tout cas, qu'il y a une lutte d'accession au pouvoir. Il y a la succession qui est en jeu. Et ce n'est pas médire ou dire quelque chose de déplacé que de le dire. N'est-ce pas l'occasion pour ceux qui aspirent à prendre le pouvoir à la place de celui qui est là, de se mettre ensemble pour que vraiment, pour rejoindre, c'est pareil, ce qu'ils font, un genre de dialogue national pour le tribalisme, ou alors une conférence nationale pour réfléchir sur les problèmes du tribalisme. C'est vrai, il y a des hommes politiques qui instrumentalisent la politique, mais est-ce qu'il n'est pas temps, puisque de toute façon il va y avoir un changement de pouvoir, ne serait-ce que par l'âge? C'est interpellant. Et c'est étonnant de voir que tous ces acteurs politiques ne se saisissent pas vraiment, en tout cas c'est mon sentiment, de ce problème de pluralisme qui risque effectivement de nous conduire à la guerre. Et la guerre, ce n'est bien pour personne, ni pour l'économie du pays. On n'a pas de l'eau, on n'a pas de route, on n'a pas d'électricité. En cas de guerre, on va acheter les armes. Donc les gens n'auront peut-être plus le plus de paix qu'ils ont pour pouvoir survivre. Ils vont mourir. Parce que la bombe
Le fusil, quand il explose, il tue. Donc, vraiment, nous sommes d'accord ici. Je me réjouis que le consultant en arrive aussi à la conclusion que la guerre est quelque chose qui nous attend si on ne résout pas les problèmes de tribalisme. Donc, moi, j'interpelle vraiment tous les acteurs de la société, y compris civils, vous les médias, les hommes politiques, de nous proposer quelque chose qui nous évitera d'arriver à la guerre. Okay, je voudrais un peu, Oui. si vous me permettez, en fait, je veux un peu revenir sur ce que le docteur a dit. Je pense qu'on tend vers la fin du septennat et non la fin du règne, je pense. Je crois que c'est ce que le docteur a voulu dire, parce que le septennat commence en 2018 et 2025 n'est pas loin, quoi. Donc le règne, c'est autre chose. C'est beaucoup plus une émission qui est tout sauf politique, quoi. Tout à fait. Voilà. Nous sommes, je vous ai dit, nous sommes accompagnés du directeur du centre d'études spécialisées en décentralisation et évaluation des politiques. À Belgo-Camp 21, pour Belgo-Camp 21, éduquer, c'est informer. Donc, il est important d'apporter des réponses pour les jeunes générations, pour éviter un amalgame. Quelle est la différence entre le clan et la tribu? Donner, en tant que Camerounais, en tant que... ce que j'entends par clan ou par tribu, je pense que... Je commence par la tribu. Pour moi, la tribu, c'est une entité sociale, un groupe social composé d'individus qui ont en commun certains caractères culturels, traditionnels et linguistiques. Donc c'est une entité sociale composée de personnes, d'individus, qui ont en commun un certain nombre de choses, la culture, la tradition et la langue. Pour moi, c'est ça, dans mes recherches, c'est ce que je retiens comme... Il y a plusieurs définitions de tribu, mais c'est celle que moi je retiens comme étant celle qui correspond à ce que je pense avoir vu. Une fois que j'ai dit ça, tribu, le clan, pour moi, c'est une sous-partie d'une tribu. Je m'explique. Moi, je suis Bassa. Ma tribu, c'est Bassa. Mais je suis Ndok Paul. Donc, je suis du clan Paul. Il y a les Ndok Sen, il y a les Ndok Béa, il y a les Ndok Ngond, il y a les Ndok Nglit, il y a les Ndok. Donc, nous tous, nous sommes Bassa. On dit, je suis de la tribu Bassa. Parce que je mange le bongo chobi, je danse la siko, je danse le golamé. Vous avez le timbre dans la poche aussi, J'ai peut-être? le timbre dans la poche. Et on a cette culture, on mange la vipère, les femmes ne mangent pas la vipère. Et nous parlons Bassa, on se comprend, on s'échange. Donc, c'est la tribu Bassa, mais dans la tribu Bassa, il y a des clans. Et moi, je fais partie du clan, il y a les Babimbi, il y a les Bassor, il y a les... Même chose, si vous allez chez les... Moi, j'ai grandi à Yaoundé. D'ailleurs, la consonance de mon nom fait toujours à certains penser que je suis Yaoundé, Betty. Lorsque vous êtes Betty, il y a le Bokfouda, il y a le Boatamanga, il y a le Bokmanga, il y a les grandes familles. Donc, on va dire qu'il y a une tribu, mais les clans, c'est ça. Vous allez à Douala, ce sont des Douala, mais il y a les Bonapriso, il y a les Bonatiki, il y a les Bonakwamwan, il y a les Bona, il y a les Bona, il y a les Bassa, il y a les Lopong, ainsi de suite. Donc, la tribu, pour moi, c'est vraiment un groupe de personnes. C'est une entité sociale qui est composée d'individus qui se reconnaissent à travers quelque chose qui est culturel. Ils mangent peut-être la même chose, ils s'habillent de la même manière. C'est pas un tort. Qui parlent la même langue, ils ont les mêmes traditions. Il y a la circoncision, il n'y a pas la circoncision, il y a le veuvage, il n'y a pas le veuvage. Donc tout ça, c'est la tribu pour moi. Et le clan est une sous-partie de cette tribu où, bon, il y a un certain nombre de choses. Et là-dedans, on peut ne pas se marier. On peut éventuellement, lorsqu'il y a un mariage, dans la tribu, c'est tel clan qui va manger la tête. Et c'est l'autre qui va manger les boyaux. Et c'est l'autre qui va manger tel. Donc, ce sont des éléments culturels et traditionnels qui renvoient à un groupe tribal. Mais l'ethnie, pour moi, est une construction de nos colonisateurs.
pour des raisons qu'il a évoquées tout à l'heure, d'asservissement, de domination et autres. L'ethnie en tant que telle, les politiques ethniques, je n'ai pas, quand j'ai lu dans la littérature, on confond très souvent, en tout cas les deux termes ethnie ou tribu se rejoignent quelque part. Mais l'ethnie est beaucoup plus, dans toutes les littératures que j'ai parcourues, ça renvoie généralement à une description que le colon a fait de nous, en nous mettant dans une ethnie, une tribu et autres. Donc, pour répondre à votre question, c'est la définition, c'est ça que je donnerais comme définition si je devais parler à des enfants. Je leur dirais, voilà ce que j'entends par tribu ou clan. Chez Toga, il y a une différence entre la tribu et le clan. Et dans ces deux noyaux ressortent une politique tribale, une idéologie tribale le plus souvent. Oui, il y a forcément non pas une différence, mais je parlerai plutôt de complétude. La tribu, c'est comme le docteur a dit, l'appartenance est un même espace géographique dont vous avez même langue et tous les éléments que le docteur a cités. Mais le clan, ici, on parle plutôt du pense de famille, l'appartenance à la famille telle. À la famille telle, et on ne fait pas en fonction de l'appartenance à telle famille, ou lié à l'autre. À tout cela. L'élément auquel nous avons tous une dévotion la plus poussée. Et donc, quand on fait une analyse sémiotique de l'image, on se rend compte qu'il y a une primauté en termes de communauté. Et lui, il a plus le besoin de magnifier sa communauté que de magnifier l'identité nationale. Et donc, c'est là que moi, je n'ai pas envie véritablement de rentrer dans ce débat définitionnel de type les Camerounais doivent sortir de ce débat-là et penser, à mon humble avis, à la construction de ce qui voudrait véritablement nous unir, nos pères fondateurs, partis de là. Est-ce que on y aurait, quand il partait à l'ONU, des cotisations qui venaient de partout là, on avait commencé à définir, tu viens de quelle tribu, c'est quoi la tribu, c'est quoi le clan. Mais non, il n'y a même pas eu des questions de tribalisme. Les Camerounais ont voulu chasser le colonisateur loin et diviser pour mieux régner. Nos politicas sont restés avec cette politique-là et ont utilisé ça véritablement sur nous aujourd'hui. Et c'est à nous, en tant que, je pense, ceux qui conjuguent le verbe d'éduquer la masse. C'est Gramsci qui nous parle de la conscience, de la culture consciente. Au lieu de rester dans la culture du loisir, c'est à nous de cultiver la culture consciente pour que les masses soient au fait de ce que l'État attend véritablement pour avoir un Cameroun qui me paraît plus prospère. Nous sommes là pour éduquer les jeunes générations. Chacun pointe du doigt l'autre, personne n'est responsable. Finalement, comment pourrait-on éradiquer le tribalisme? Voilà, pour éradiquer le tribalisme, je pense que toutes les sociétés modernes, occidentales et même africaines utilisent deux éléments que je pourrais relever ici. Les activités sportives, en dehors de l'éducation, hein. L'éducation est là, les activités sportives et les activités ludiques. Parce qu'autour du football, autour du basket, autour du tennis, autour du sport, nous tous, nous nous unissons. Nous devenons une personne et nous taisons nos différences. Voilà. Autour des jeux, des festivals, que sais-je encore, toutes les activités ludiques, nous oublions d'où nous sortons. Et en le faisant, c'est le Cameroun. Nous n'avons qu'à voir l'exemple lorsque les Lions indomptables jouent. Nous ne sommes plus de l'ère soudano-sahélienne, nous ne sommes plus de l'ère Sawa, nous ne sommes plus de l'ère Grassfield, nous ne sommes plus de l'ère Fambeti, mais nous devenons Camerounais et nous soutenons notre cher et beau pays. Voilà, voilà au moins un élément. Mais je dirais encore une fois de plus que pour lutter efficacement encore, il y a l'éducation qui est le socle de tout. Que le Camerounais sache
que nous, Camerounais, sachions que avant la colonisation, nous étions Camerounais. Et que que dis-je, tous ces antagonismes, beaucoup plus Est-Ouest et autres, tout ce qui nous divise, n'a pas lieu. Nous sommes Camerounais et c'est le Cameroun qui doit être au-dessus de tout. Et les entrepreneurs politiques, les élites, les hommes de médias comme vous, doivent tous lutter pour que le vivre ensemble soit maintenu. Il est bien vrai, l'État a mis sur pied des organismes comme le CNPBM, c'est-à-dire la Commission nationale de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, qui fait un travail excellent, apprécié, mais seuls, ils ne peuvent pas. Chacun à son niveau, dans sa communauté, dans son village, doit rappeler que le Cameroun est au-dessus de tout. Donc, en faisant la promotion du vivre ensemble à tous les niveaux, à l'école, et même les affectations des fonctionnaires. Hein. À l'époque, les fonctionnaires travaillent dans tout le Cameroun. Quelqu'un était du sud, on l'envoie travailler au nord. Et il s'est installé au nord, il pouvait acheter un terrain au nord, il pouvait construire. Bon, autant de choses qui peuvent revenir. C'est vrai que la crise économique passant par là a réduit ces déplacements. Moi, je connais des camarades qui étaient, que dis-je, du centre, et qui, parce que leurs parents ont vécu au nord, ils causent le Foubé, ils causent la Oussa, et voilà, ils ont été à Fumban, ils causent le... Voilà, donc c'est des éléments, voilà, autant de choses dont on a besoin aujourd'hui pour renforcer ce socle. Sinon, nous courons à la dérive. Mais l'éducation doit toujours demeurer. Il faut qu'on éduque les masses. Il faut que les hommes de Dieu, les hommes d'église, les médias, les politiques et tout le monde, chacun à son niveau, puisse lutter pour que l'unité nationale demeure. Tout le monde pointe du doigt l'autre. Personne n'est responsable. Comment pourra-t-on éradiquer le tribalisme? C'est vaste, en tout cas selon moi. Mais avant de donner mon point de vue vraiment là-dessus, permettez-moi de rappeler quelque chose qui m'a profondément marqué. Lorsque je suis arrivé en Belgique, il y a bien longtemps, plus de 40 ans, je ne connaissais pas l'expression tribalisme venant du Cameroun. C'est surprenant, mais c'est comme ça. J'ai découvert et j'ai appris à me cultiver et j'ai découvert l'expression tribalisme en essayant de me cultiver en étant en Europe. Parce que j'ai été dans un pays étranger où la différence de couleur de peau m'a été remise et je me suis questionné, je suis arrivé à comprendre la différence de l'autre et le tribalisme. Parler du tribalisme aujourd'hui me dérange et m'étonne. Je suis né en Voatanambala. Mes parents sont installés en Voatanambala après la Première Guerre mondiale, même pendant la Première Guerre mondiale. Ils n'étaient pas Yaoundé, ils n'étaient pas Biti. C'était les Bassara. En Voatanambala, je suis né, j'ai grandi. Je parle Yaoundé plus que Bassara. Nous étions ensemble avec la famille Sila Chom de Bafoussa. On a grandi ensemble. Nous avions des familles de Douala, nous avions des Bamoun, nous avions tout. Je n'ai jamais eu dans ma tête, il n'y a jamais eu d'expression quelconque de tribalisme pendant toute la période où j'ai vécu au Cameroun. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti. C'est l'arrivée en Europe qui m'a permis, de par des problèmes de racisme entre guillemets et d'indifférence, m'amener à comprendre que je suis différent de quelqu'un. Et petit à petit, j'ai compris les trucs. Donc, je dis ça pourquoi? Parfois, quand on dit, et je suis d'accord, tout le monde concourt à pas dire l'éducation. On ne m'a jamais éduqué pour ne pas être tribaliste.
J'ai vécu au Cameroun. Je n'ai jamais eu une éducation pour ne pas être tribaliste. Mais on en arrive à dire on va éduquer les gens pour ne pas être tribalistes. Il faudra passer par là, malheureusement. Donc, il faut éduquer les gens. Mais je tenais juste à le signaler. Parce que moi, ça me pose un problème parfois. Dire qu'on va éduquer les gens pour ne pas être tribaliste, l'humain que je suis est où? L'humain en lui-même, je pense, ne devrait pas être tribaliste, ni différent, ni raciste, ni hégémoniste. Les valeurs humaines, pour moi, ne cadrent pas avec le tribalisme. Donc, oui, il faut éduquer les gens, mais c'est triste d'en arriver là. Donc, l'éducation, j'ajouterai l'éducation à la citoyenneté. Je pense que, comme tout le monde le dit, et ma vie en Europe m'a permis de comprendre vraiment ce que c'est qu'une république. Donc je pense qu'il y a certaines valeurs républicaines que nous devons inculquer ou promouvoir entre nous et au sein des Camerounais. Donc, comment prévenir? C'est peut-être aussi promouvoir l'esprit, une partie de l'esprit républicain. Je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, et comme je l'ai dit aussi, la bonne gouvernance. Au Cameroun, et peut-être en Afrique d'une manière générale, des problèmes de gouvernance se posent. Donc je pense qu'on ne peut pas y échapper, il faut une bonne gouvernance. Et quand je dis bonne gouvernance, on peut en faire toute une émission. Je pense que le panéliste ici est bien placé pour pouvoir le dire. Mais je pense vraiment que pour l'éradiquer, ça passe aussi par une bonne gouvernance. Eh bien, on l'a dit, le sentiment d'injustice et de ne pas être dans la mangeoire, comme on dit chez nous, participe aussi parfois au tribalisme. Par conséquent, je pense que la juste répartition des richesses est quelque chose qui peut participer aussi à éradiquer le tribalisme. Si les gens ont le sentiment que les richesses d'une nation, d'un pays, sont équitablement réparties, je pense que ça va diminuer les velléités tribalistes. Chacun aura un peu sa part, même si la part de l'un peut toujours être plus grande que celle de l'autre. Il y a le tribalisme, il y a le régionalisme. C'est un autre débat, permettez-moi de le dire. Parce que je vous ai préparé, je pourrais vous montrer, j'ai fait un travail, je vais vous le montrer en off. Je me suis appuyé, puisque vous le dites, juste une parenthèse, je me suis appuyé sur un journal camerounais qui est L'Œil du Sahel, qui, à chaque fois qu'il y a un remaniement gouvernemental, il publie un article en reprenant région par région, département par département, les différentes nominations. Je vous montrerai ce que cela donne. L'équilibre régional. C'est vous qui avez cité cela. Mais je vous le montrerai pour ce qui concerne les dernières nominations du régime en place. Mais passons. Donc je pense que la juste répartition des richesses peuvent participer à ce que l'on éradique, ou tout au moins on atténue les effets du tribalisme. Et le vivre ensemble. Promouvoir le vivre ensemble, en paix. Il ne suffit pas seulement de vivre ensemble, moi j'ajoute volontairement en paix. Donc, tous les Camerounais, quel que soit l'endroit où ils sont, y compris même ceux qui ne sont plus Camerounais, selon la législation camerounaise, dans nos propos, dans nos agissements, au Cameroun comme à l'étranger, nous devons promouvoir le vivre ensemble en paix. Et à ce moment-là, comme le panéliste l'a dit, des activités ludiques, sportives, on fait le 2-0 ensemble depuis au moins 30 ans. Eh bien, ce sont des moyens qui permettent d'atténuer le rejet de l'autre à travers le football. On peut manger le bouillon ensemble. On peut, donc, pour moi, voilà autant d'éléments qui peuvent, c'est pas exhaustif, qui peuvent concourir et permettre à ce que l'on puisse au moins commencer à éradiquer. Mais c'est un travail possible. Mais il faut une volonté de tout un chacun. Monsieur Toda, personne est responsable. Comment on va éradiquer ce fléau qui mine la société camerounaise? Je ne veux pas trop m'étendre parce que ce qui a été dit, je pense que je ne veux pas
Il faut que cela entre bien dans la tête de chaque Camerounais. Je vais juste simplement évoquer l'élévation d'esprit. Pour que face à un comportement tribaliste, il faut se lever, passer outre. Et si la personne a une éducation, il va comprendre qu'il a été un peu très bas. Il doit aussi s'élever pour rejoindre la communauté de ceux qui voudraient construire quelque chose de bien pour l'identité nationale. En Belgique, la Chambre a adopté en commission le projet de loi contre le racisme et les discriminations, des notifications qui répondent à une volonté d'harmoniser les normes légales de protection contre la discrimination en Belgique. La commission du bilinguisme au Cameroun a été mise sur pied. Ne faudrait-il pas légiférer sur la problématique du bilinguisme? Légiférer sur le tribalisme, c'est donner du poids au tribalisme. Parce qu'en fait, le constituant, à travers le préambule, a prouvé effectivement que tous les Camerounais sont égaux. Et que, indépendamment de nos origines, de nos religions, ainsi de suite, nous sommes tous Camerounais. Et voilà, à partir de ce moment, le tribalisme n'a plus de place. Et on n'a plus besoin de dire que si c'est là, dans le préambule de la Constitution camerounaise, a déjà rejeté ce fléau. Donc il n'existe pas. Alors maintenant, la Commission nationale de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, elle a pour corriger les dérives des citoyens, de la société, qui tendent vers des replis pour prouver la différence entre les uns et les autres par rapport à ce que le docteur a dit, par exemple, une inadéquation dans l'équité, dans le partage des ressources et que sais-je encore, des promotions. Mais le tribalisme en tant que tel, on n'a pas besoin, en ce qui me concerne, qu'on sorte une loi pour dire qu'effectivement est puni d'une amende ou bien d'un emprisonnement ferme quelqu'un qui effectivement pour des actes Pourtant, de le ministre tribalisme. de l'Intérieur actuellement fait une chasse à certains médias qui posent des actes de tribalisme dans leur programme ou Oui, c'est un membre du gouvernement, il est dans son droit, il est ministre de l'Intérieur. M. Atangandji, je pense, c'est ça, voilà, le ministre de l'administration territoriale, voilà, il est là pour justement que les Camerounais ne puissent pas se comporter autrement. Et il y a le sous-préfet, les préfets, ainsi de suite, la préfectorale qui est là pour lutter dans la sécurité et le vivre en paix et ensemble des Camerounais. Mais quant à légiférer, en ce qui me concerne, je pense que, bon, peut-être ça arrivera si cette situation perdure. Mais je pense que les Camerounais, avec tout ce qui se met en place et les organes que l'État a mis sur pied, le tribalisme ne sera qu'un lointain souvenir. D'ailleurs, c'est ce que j'espère. Monsieur, est-ce qu'il ne faudrait-il pas légiférer sur la problématique du tribalisme? Je ne partage pas l'avis de mon panéliste là-dessus. Comme il a dit, lorsqu'on consulte la constitution de notre pays, en tout cas la dernière, celle de 1996, dans le préambule, comme il l'a dit, le constituant a bien pensé et il l'a indiqué que le Cameroun est fier de sa diversité. Et je vous laisse la suite. Donc dans cette diversité, parce qu'il y avait la diversité culturelle, la diversité ethnique, la diversité... Donc, le constituant, je pense, il a tenu compte de notre diversité et c'est même le premier, je crois que c'est la première phrase dans le préambule. Cameroun est fier de sa diversité, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que, moi personnellement, je pense qu'il faut légiférer. Je
Je pense que nous avons suivi, comme vous avez dit tout à l'heure, la communication, en tout cas entre le ministre de l'administration territoriale, le ministre chargé de la communication, et je pense qu'il y avait un autre ministre aussi qui a participé, ils ont tenu une conférence, et puis de monsieur, celui qui est responsable, le chef de la commission en quelque sorte, Peter Mafano. Donc ils ont tenu un point de presse et une réunion au cours de laquelle ils ont énoncé un certain nombre de bonnes choses, parmi lesquelles je pense qu'ils ont dit qu'on allait d'abord sensibiliser. Donc, ils ont même commencé déjà, j'ai écouté tout ces derniers temps, toute une série de choses qui ont été mises en place. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de légiférer. Vous l'avez bien dit qu'ici en Europe, on est arrivé à sortir des textes contre le racisme. Le racisme, oui. C'était les faits. Et la discrimination. Et la discrimination. Sur tous les points. Sur tous les points. Donc je crois que de prime abord, légiférer pour sanctionner, pour moi, n'est pas l'objectif premier. Légiférer peut aussi donner des outils pour permettre de sensibiliser les gens, afin qu'ils sachent quelles sont éventuellement les limites, et que lorsqu'ils franchissent ces limites, il peut y avoir des sanctions. Dans ce sens, je pense que légiférer s'impose. Ça peut être dissuasif aussi. Dans l'ensemble de la communauté et de la population, le fait de savoir, par exemple, qu'il n'y a aucun texte qui pourrait éventuellement leur être opposé peut laisser libre cours à certaines choses. Peut-être qu'une petite partie de ces populations-là, ou de ces gens, s'ils voient le texte, ils peuvent se dire, oh là, ma limite est à ce niveau. C'est déjà ça de gagner. Donc, en ce sens, je pense que légiférer ne serait pas une mauvaise chose. Et qu'on mette d'abord l'accent sur l'éducation, la sensibilisation, et que l'on prévoit éventuellement des sanctions. Et des sanctions qui, pour moi, pourraient être dissuasives dans le but d'obtenir ce que l'on souhaite tous, l'éradication du tribalisme. Donc, je ne suis pas contre la législation, mais voilà, ça c'est mon point de vue. Chez Toga, faudrait-il légiférer finalement pour éradiquer définitivement ou partiellement le tribalisme au Cameroun? Qui doit légiférer? C'est ce que la question que moi, jeune Camerounais qui vit dans le Poulala, comme on dit, va se poser et qui aspire à voir un changement au niveau de l'État. Si c'est ceux qui sont là actuellement qui doivent encore légiférer sur quelque chose qu'ils ont créé par la bonne ou mauvaise gouvernance, je me questionne. Donc ils ont créé quelque chose, ils se rendent compte que ça nous amène vers la guerre civile et ils veulent encore s'asseoir dessus pour dire qu'ils vont légiférer. Je crois qu'ils doivent partir et nous laisser, nous-mêmes on va légiférer l'affaire. Parce que c'est compliqué. La commission là, a travaillé. Elle promet le bilinguisme. Elle promet quand même aucune communication. Elle n'a même pas une page Facebook. Elle n'a pas une page Twitter. Elle n'a pas une page Instagram. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Les Camerounais sont versés sur les réseaux sociaux. Et c'est des questions de bonne gouvernance. Les questions de bonne gouvernance, comme le docteur disait, c'est ce qui crée les frustrations, les marginalisations, que les anglophones se sentent marginalisés. Pourquoi? Ils arrivent dans un ministère, on leur parle français. Quand on a même fait trop, on parle français. Quand on a fait pire, on parle notre langue maternelle. Ils se sentent marginalisés, ils arrivent à la partie francophone, ils ne peuvent pas parler aisément leur anglais qu'ils ont l'habitude de parler. Parce qu'on va leur dire, traduis ce que tu as dit. Ils sont obligés de parler français. Quand nous on parle là-bas, on va imposer le français. La commission là fait quoi? Elle doit travailler. Si elle veut vraiment légiférer sur l'affaire là, ce n'est pas les discours pompeux. Non, elle travaille beaucoup, monsieur Toga. Non, elle fait pas assez. Non, la commission bilinguisme travaille beaucoup. Renseignez-vous. Ils font des tournées dans toutes les régions du pays. Ça, c'est la communication. Et voilà. C'est une bonne communication pour encore amadouer le peuple. Et ils ont un site internet fourni. Moi, je l'ai consulté. Ils ont un site internet. Donc, ils publient des choses. Et peut-être c'est les gens qui ne suivent pas, mais la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme fait son travail.
ses membres... Ça pose un problème, ils doivent se poser la question, leur communicateur doit se poser la question pourquoi on ne suit pas nos pages. Mais ça ne suffit pas, c'est ce que je disais, qu'un seul organisme ne peut pas, à l'état actuel du mal qui est profond, ne peut pas suffire. Chacun d'entre nous, en ce qui le concerne, à son niveau, dans nos familles, dans nos maisons, dire à nos enfants que nous sommes Camerounais, en tout cas, voilà. Et que l'ethnie, c'est vrai, nous sortons de telle ethnie, de telle famille, de tel clan, mais au-dessus, le vert rouge. On ne doit pas tergiverser. Ici, je peux me permettre, ici, il s'agit, la question, c'est de légiférer. La commission de Peter Mofani ne légiférera pas. Elle n'a pas comme... L'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui, selon moi, doit légiférer, peut-être sous l'instigation soit du Parlement ou bien de l'exécutif. Je comprends la remarque de M. Itoga et je comprends tout à fait ce que vous dites. Je pense que nous avons suffisamment des exemples dans ce pays où des commissions ont travaillé, commission contre la corruption, commission de ceci, et il y a eu des recommandations qui ont été faites. Nous ne pouvons pas nier, nous ne pouvons pas disons, constater que toutes ces commissions, avec toutes les résolutions, les recommandations qui ont été faites, n'ont pas été traduites pour certaines par des textes, par exemple. Donc à ce titre-là, oui, la commission de Peter Mofani fait un travail, au moins dans le multiculturalisme. Beaucoup. Parce que il parle du multiculturalisme, du bilinguisme et autres. Des langues nationales. Oui, il y a beaucoup de choses. Vous allez dans les écoles primaires aujourd'hui au Cameroun, on enseigne les langues nationales. Et c'est aussi l'instigation de cette commission. Mais la question que vous nous posez, c'est légiférer. Et qui a le pouvoir de législation? C'est ceux qui gouvernent. Et c'est l'exécutif ou le Parlement. Donc, la commission fait un travail. Elle a une feuille de route. Elle va faire des propositions. Encore faut-il que ces propositions soient traduites par une législation. Et je pense que c'est un peu ce que M. Itoga voulait dire. Écoutez, qu'ils légifèrent. S'ils doivent légiférer, mais ce n'est pas la commission fait son travail. Mais force est de constater que peut-être que ça ne se traduit pas par une législation. Et les craintes, sur la base de ce qu'on a vécu dans le passé, nous peuvent amener à se dire qu'est-ce que ça va accoucher. Et tout à l'heure, vous m'avez relancé concernant les régions. Parlant du gâteau national, je vous ai dit, j'ai repris par exemple le document, un article, le dernier article. Est-ce que vous savez que lorsqu'on prend, je me suis amusé à compter le nombre de personnes publiées par le journal, l'Œil du Sahel, des dernières nominations de Paul Biya, enfin, du président de la République. 567 personnes ont été nommées. Des critères de nomination, les critères pris par le journaliste, du secrétaire d'État, généraux, ministres, ambassadeurs, ainsi de suite. Donc il a défini ces critères de sélection. Pour voir, il n'a pas pris les sous-préfets, il n'a pas pris les préfets, il n'a pas pris les commissaires, mais il a défini ce qu'il entendait pouvoir publier. J'ai compté 567 en tout. Si on peut dire qu'il y a la politique de l'équilibre régional, ça revient à ce que l'on disait tout à l'heure sur les injustices ou le sentiment d'injustice. Sur les 567, théoriquement, on pourrait se dire que chaque région, puisqu'il y en a 10, devrait avoir une cinquantaine. Très exactement 57. Que constatons-nous quand on regarde? Parfois, c'est ceux qui se plaignent dans les réseaux sociaux ou ailleurs ne sont pas toujours mal lotis. Tenez par exemple, quand vous examinez toutes ces choses, permettez-moi de regarder les chiffres. L'extrême nord, la région de l'extrême nord, sur les 567 nominations, il y en a 52 qui leur revient. Théoriquement, il devrait y avoir 57. Ouais. Donc, ils peuvent tenir qu'il leur manque 5 postes. Ouais. Vous prenez le centre. Sur les 567 nominations, en comptant sur la base de l'article que j'ai parcouru, 129 personnes sont nommées. Donc, on pourrait se dire qu'il y a 72 nominations en trop pour le centre.
Vous regardez le Nord, la région du Nord, 28 personnes répertoriées comme étant de la région du Nord. Je rappelle qu'il met région du Nord et dans chaque région, il met les départements. Je peux vous donner les noms de ceux qui sont dans les départements. C'est un autre travail. Donc, le Nord, 28 personnes effectivement nommées, au lieu de 57. Il revendique 29 postes, éventuellement. L'Ouest, vous prenez l'Ouest. Sur des gens nommés, il y a 67 nominations. Au-delà de l'équilibre régional. Donc 57, s'ils devaient avoir 5. Donc ils ont 10 postes en plus qu'ils devraient mettre dans le pool si on veut être. C'est inégalitaire, c'est pas équitable. Et ça peut être des sources d'entretien du sentiment de rejet. Ça pourrait être des causes du tribalisme aussi, l'une des causes. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Monsieur Lébé, en tant que directeur du centre spécialisé en décentralisation et évaluation des politiques, quel est votre mot de fin? Je crois que le Belgocam TV, à travers son promoteur que vous êtes, Monsieur Gekwala, que des débats comme ceux-ci soient de temps en temps discutés, traités dans votre chaîne. Ce sera un moyen de sensibiliser nos populations. Ce sera un moyen de faire en sorte que ce problème, ce fléau auquel le tribalisme soit bouté hors de notre pays, parce que d'année en année, on a comme impression que si nous ne faisons aucun effort, nous risquons d'être surpris. Peut-être que ce qui s'est passé dans d'autres pays, en termes de conflits interethniques, peut-être pourrait nous surprendre. D'ailleurs, ce n'est pas mon souhait. Et d'autre part, je dirais aussi que la décentralisation est justement le moyen par lequel nous pouvons éradiquer le tribalisme, parce que les collectivités territoriales décentralisées, à travers les compétences qui leur ont été transférées par l'État, ont désormais les outils pour promouvoir à leur niveau le vivre ensemble au niveau local et permettre en sorte que ce sentiment d'appartenance à la nation soit cultivé au quotidien. Et je finirai par vous remercier pour l'invitation et j'espère que vos milliers de téléspectateurs ne seront pas déçus par tout ce qui a été construit aujourd'hui en termes de voies et moyens pour lutter contre le tribalisme. Je vous remercie. Monsieur Ronda. Que dire d'autre? D'abord, vous remercier d'avoir eu le courage d'initier cette discussion. Dans le domaine médical, nous, on a une logique qui consiste à dire que pour bien soigner une maladie, il faut poser un bon diagnostic. Et une fois qu'on a un bon diagnostic, on peut instaurer un bon traitement. L'objectif, c'est de guérir. Donc, j'utilise cette façon de penser et pour le tribalisme, je pense que l'émission que vous avez initiée aujourd'hui sur ce thème participe déjà à essayer de faire l'anamnèse, de comprendre ce que c'est, et je vous félicite pour cela. Et à partir du moment où on a bien compris, ça participe au diagnostic. Et une fois qu'on a bien compris, on peut alors se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va traiter? Et là, tous les acteurs, je rejoins le panéliste, quelque endroit il se trouve, nous devons tous mouiller le maillot pour faire en sorte que ce fléau, parce que c'est un fléau, ne conduise pas le Cameroun à la guerre. Et vraiment, vraiment, nous devons tous se mettre dedans
Et une fois encore, il ne faut pas avoir... Je pense que les Camerounais doivent apprendre. On peut même aller jusqu'à crever l'abcès. Parce que quand on parle de tribalisme, parfois c'est passionnel. Et nous avons été autour de ce plateau sans passion. Nous avons échangé librement, calmement, en exprimant chacun ses vues. Mais dans d'autres lieux, rien que dire tribalisme, les éclats de voix, la passion, les invectives sont là. Donc, vraiment, félicitations et vivement que ce genre d'initiative soit multiplié pour amener les Camerounais à comprendre que c'est une affaire de tous, pas seulement des gouvernants. Oui, ils ont une part de responsabilité, mais c'est une affaire de tous. Donc voilà, je souhaite vraiment que le Cameroun reste un et indivisible dans sa diversité, qui pour moi constitue une richesse, qui pour moi constitue vraiment une richesse. Donc qu'on valorise là, qu'on potentialise là, que l'on fasse de ça une force, plutôt que quelque chose qui détruirait le pays que nous tous nous aimons. Comme mot de fin, je dirais que nos particularités ne nous rendent pas indifférents des douleurs de l'autre, que nos ambitions de développement économique ne fragilisent pas la construction d'une identité nationale, parce que c'est même déjà ce pays-là qu'on voudrait voir uni dans sa diversité, qui nous procure le sentiment d'appartenance quand on est à l'extérieur, comme je suis en ce moment. Et que si ce tribalisme doit perdurer, parce qu'il y a d'autres développements de chercheurs comme Lombard qui parlent de super tribalisation dans les villes par exemple, et qui se situent aujourd'hui dans les grandes villes au niveau de Douala et Yaoundé, que le débat continue dans ce sens-là. Il dit que les citoyens camerounais, dans leur totalité, doivent s'unir pour travailler sur cette question comme on l'a fait ce soir, et réfléchir non pas en termes d'émotivité comme le docteur a fait mention, pour que jaillissent non pas des réflexions invectivées, mais plutôt des réflexions construites, pour que dans l'environnement de chacun, on sache ce qu'est le tribalisme comme fléau, ce que ça produit comme cause dommageable pour un pays, pour déjà la famille, parce que ça commence, comme le docteur l'a dit, dans la cellule familiale. Et pour finir, que le Cameroun se construise avec tous ses enfants qui s'aiment. Le pardon est un chemin qui conduit vers la paix durable. Nous devons avoir le courage de taire nos passions pour privilégier l'essentiel, c'est-à-dire avancer ensemble, main dans la main, vers la réalisation de notre destin national. Paul Biya, le 29 août 1991, à Garoua. C'est ici que s'achève cette émission. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À très bientôt.